On n'en parle pas, mais Gisèle Pelicot a une sœur de plainte, puisque c'est grâce à cette dame qui a déposé plainte parce que Dominique Pelicot avait filmé sous sa jupe qu'elle a pu avoir un procès à Gisèle Pelicot. C'est une sœur de plainte. Mais j'ai d'autres sources qui parlent de copines de viol, de frères et sœurs d'armes ou de co-victimes, tout simplement. Mon questionnement sur les co-victimes, il commence d'abord sur le plan personnel. J'ai été victime de viol en 2014, j'avais 20 ans. Et des années plus tard, en 2020, une jeune femme m'a écrit sur Messenger pour me demander si, comme j'avais croisé la route du même homme, j'avais moi aussi été victime de viol, puisque c'était son cas. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. J'ai déposé plainte 2 ans plus tard, et c'est ce qui a déclenché tout un tas de questions qui m'ont amené à vouloir creuser le sujet sur un plan journalistique. Le mot sœur de plainte, je l'ai inventé pour moi, c'est un peu le lien qui naît quand on est victime d'un même agresseur, mais qu'en plus, l'une des co-victimes a entamé une démarche judiciaire. C'est un terme qui n'existait pas jusqu'ici à ma connaissance pour parler de ces affaires. On mettait plutôt le terme de victime ou de plaignante ou de femme qui dénonce, femme qui accuse, mais pas de sœur de plainte. Florence Porcel, l'une des principales plaignantes non prescrites dans l'affaire PPDA, Patrick Poivre d'Arvor, elle parle de sœur d'infortune, mais j'ai d'autres sources qui parlent de copines de viol, de frères et sœurs d'armes, ou de co-victimes, tout simplement. Étant donné les statistiques et le fait que les femmes sont majoritairement victimes, voilà, j'ai choisi sœur de plainte par généralité, mais les frères de plainte existent aussi et je ne les oublie pas. Avoir une sœur de plainte, ça peut être à la fois une très bonne comme une mauvaise chose. Un des constats de mon enquête, c'est que vraiment ça met en action beaucoup de victimes. Un des exemples, c'est notamment le mien issu de ma sœur de plainte, puisque j'ai donc été classée sans suite, en dépit de son soutien et de son témoignage. Et en fait, ce classement sans suite, c'est ce qui a déclenché chez elle le besoin de porter plainte pour elle. C'est elle ce qui lui a donné de la force, une envie peut-être de justice pour elle-même, c'est de voir que la justice pour l'autre n'aboutissait pas. Dans le dossier PPDA, vraiment des dizaines de femmes ont déposé plainte en sachant que ça n'aboutirait pas, qu'elles allaient être prescrites. Mais elles l'ont fait pour l'autre, pour celle qui n'était pas prescrite, pour prévenir. Et peut-être aider le dossier à aboutir. Et ça, c'est une forme, je trouve pas d'autres mots, mais une forme d'altruisme nouveau, en fait, une relation nouvelle, un nouvel élan d'un nouveau type, mais vient aussi en même temps un écueil qui est que souvent, cette multiplicité, ce groupe, peut être utilisé comme un argument contre les victimes, parce qu'elles se seraient organisées pour faire un complot par intérêt financier, ou ce sont des amoureuses éconduites, elles veulent être dans la fame, elles veulent prendre un peu la lumière. Plus la personne est connue, plus c'est un argument qui peut être mobilisé facilement. Je sais qu'il a été mobilisé par Patrick Poivre d'Arvor notamment, par Moa Lasquale. Dans la réalité, on est vraiment très loin de ça. En fait, aucune victime n'a intérêt à exagérer ou à mentir. Le faux témoignage est puni de peine de prison et d'une amende très élevée. Je le rappelle, et les victimes en ont souvent conscience. Toutes les études sociologiques du monde montrent vraiment, il y a un consensus que la part de faux témoignages est vraiment très basse, entre 2 et 5%. Et alors, pour laisser carrément une marge, souvent les féministes disent 10%, mais c'est même surestimé par rapport à la réalité. Les sources de dossiers médiatiques, j'en ai plusieurs, dans les dossiers PPDA, Depardieu, Stéphane Plaza, Moa Lasquale, Léo Grasset, Norman Thabot, me disent qu'elles ont hésité vraiment beaucoup à porter plainte par peur justement de ces accusations. Et donc non seulement elles peuvent en pâtir sur leur vie privée, leur vie intime, leur vie familiale, mais en plus ça coûte de l'argent. D'après une étude de la Fondation des femmes, le coût d'une plainte peut aller jusqu'à 30 000 € pour les victimes quand ça va au bout du processus. Donc on est vraiment loin du cliché de les femmes et les victimes font ça pour l'argent. Il y a mille et une manières de découvrir qu'on n'est pas seul et d'être mis en lien avec ses frères ou sœurs de plainte. Il y a des victimes pour lesquelles ça se passe au moment même du viol ou de l'agression, qui sont violées en même temps. Il y a des victimes qui se découvrent le jour du procès. Il y a des sœurs de plainte qui se découvrent en repuisant dans leur mémoire d'enfance, puisqu'elles ont enfoui le fait d'avoir été victimes. Par exemple, je pense à plusieurs cas de professeurs ou prêtres. Il y a aussi MeToo, le MeToo Fac, MeToo Théâtre, MeToo Politique, MeToo Média. Il y a aussi certaines associations, comme le collectif féministe contre le viol, Collective, etc., qui peuvent éventuellement publier des annonces. Et l'État là-dedans, il n'y a rien. À ma connaissance, aucun processus ou dispositif officiel étatique ne permet à des co-victimes d'être mises en lien. J'ai évidemment interrogé des magistrats, des magistrates, des avocats, des policières, le ministère de la Justice, pour savoir ce que ça changeait d'avoir une ou plusieurs co-victimes dans un dossier. Selon la justice et selon toutes ces sources, ça change tout.
C'est-à-dire que ça crédibilise la parole des coplaignantes, surtout si elles ne se connaissent pas, etc. En revanche, dans les faits, moi, ce que je trouve dans cette enquête et ce qu'ont montré mes sources, c'est que c'est beaucoup plus compliqué. Ça ne se passe absolument pas aussi facilement. J'ai plusieurs cas de co-victimes qui ont été classés sans suite. C'est également mon cas. Alors que le mis en cause avait reconnu les faits à l'écrit et qu'il y a 2 témoignages, puis à l'issue de notre plainte, classement sans suite. Sachant qu'on aboutit à extrêmement peu de condamnations, faut savoir que 98% des victimes ne déposent pas plainte. C'est un chiffre qui vient du gouvernement. Parmi les victimes qui déposent plainte, 94% sont classées sans suite. C'est encore un chiffre du gouvernement. Et donc au final, sur toutes les plaintes déposées, on aboutit que à moins d'1% de condamnation. La multiplicité de victimes ne change pas la peine encourue. C'est-à-dire que, en matière de viol, sans circonstances aggravantes, on risque 15 ans de prison maximum. Qu'un auteur ait violé une personne ou 16, ou 18, ou 32, ou 100, tant qu'il n'a pas été condamné une première fois, il encourt 15 ans de prison maximum. Et ça ne change pas. Peu importe le nombre de victimes, qu'il y en ait 2 ou 100. Par exemple, si on prend le système américain, il accumule les peines en fonction du nombre de victimes. Donc c'est pour ça qu'on peut aboutir à des sentences de 150 ans de prison. Je sais pas si c'est souhaitable en France. Moi, je ne milite pas pour ça dans mon livre, mais en tout cas, je milite pour poser la question parce que, en tout cas, ça envoie un certain message aux victimes et aux auteurs. C'est ça qui est important. Tant que tu n'as pas été condamné, tu peux violer autant de fois que tu veux. Tu encourras le même nombre d'années de prison.